Ça vous parle l'image du hamster qui n'arrive plus à contrôler le rythme de sa roue, qui tourne de plus en plus vite? Et si nous arrêtions de nous faire mal un peu? Nul doute quant au fait que nous serions certainement plus heureux, plus efficaces et plus inspirants. Je suis Claire Lebleu, exploratrice des justes temps et créatrice de ce podcast, dans lequel je discute avec des personnes engagées et épanouies, qui nous parlent de leur rapport au temps, de leurs expériences et motivations à vivre des rythmes vertueux et plus respectueux, pour elles, mais aussi pour nous tous. Merci infiniment à Monica pour sa musique. Parfois, j'envie les punks à chiens. C'est ce que ma sœur m'a dit après lui avoir fait un de tes tests pour évaluer son niveau de perfectionnisme. Elle a explosé les scores. Son profil, criminel, une serial perfectionniste. Sa couleur, le rouge cramoisi. Elle est à deux doigts de craquer, comme beaucoup d'entre nous, parce qu'elle veut bien faire les choses, ou plutôt parfaitement faire les choses, pour coller aux attentes sociales et répondre à un besoin de sécurité intérieure. J'en ai plein d'autres, des exemples comme ça autour de moi, souvent des femmes d'ailleurs, mais pas que. Cet épisode est une déclaration d'amour à toutes ces femmes et hommes qui n'arrivent pas à suffisamment jouir de leur passage sur Terre. Lâchons-nous la grappe une bonne fois pour toutes et savourons notre quotidien. Comme dirait Cindy, perfectionniste repentie et auteure du livre J'arrête d'être parfaite, on kiffe et on s'en fout. Bonjour Cindy. Salut. Mais cette introduction est trop bien. Alors, qu'est-ce qui a motivé ton envie justement d'écrire sur ce thème? C'est mon histoire personnelle de vie. J'ai l'impression que je suis venue sur Terre pour expérimenter cette pression, ce stress de performance. Moi, c'était comme une des grosses missions de ma vie, c'était d'explorer ce sujet-là. Du coup, j'avais déjà 4 ans que j'étais déjà en burn-out, moi, je crois. Donc maintenant, je le dis avec le sourire parce que j'ai beaucoup travaillé, mais ça a été une très grande blessure parce que j'ai fait beaucoup de piano, beaucoup de concours. Depuis que je peux avoir des souvenirs de mon enfance, j'ai toujours eu peur de faire d'avoir des mauvaises notes. Donc mauvaises notes à l'école, mais mauvaises notes en musique, faire des fausses notes au piano, pas réussir mes concours. Et donc j'étais toujours dans ce stress de performance et d'avoir mes mentions très bien et des félicitations du jury et que tout le monde pouvait dire ah Cindy elle est incroyable et briller en société un peu. Ça m'a vraiment empêché de découvrir qui j'étais vraiment parce que je cherchais à être l'image d'une petite fille parfaite, la version qui allait être applaudie. Et en attendant, la vraie Cindy, je savais pas qui elle était, quoi. Elle était bien enfouie profondément dans le sous-sol, quoi. Bizarrement, pour soi-même, on a tendance à accepter l'inacceptable. Et puis, quand c'est pour les autres, on va se réveiller. C'est-à-dire que moi, c'est quand je suis devenue maman. Et là, je me suis dit, ah, attends, mais en fait, tout ce que j'ai à l'intérieur, qui je suis, mes valeurs, mes croyances, tout ça, là, je vais le transmettre à des petits êtres vivants qui vont grandir avec. Et là, je me suis rendu compte que c'était pas possible. Donc, ce que j'acceptais pour moi, c'était pas acceptable pour mes enfants. En plus, il se trouve que j'ai eu 2 filles. Après, j'ai eu un petit garçon, mais en tout cas, au début, j'avais des filles avec moi. Et là, je me disais, waouh, est-ce que c'est vraiment ce genre de féminité que je veux transmettre? De femme qui doit être au top sur tous les plans, épouse parfaite, amie géniale. Et j'y arrivais juste pas. C'est-à-dire, en plus, moi, j'ai eu des enfants assez rapprochés qui ont 14 mois d'écart. J'avais pas de relais à la maison. J'avais mon mari entrepreneur qui était souvent en déplacement ou en tout cas très occupé. Et je me suis vraiment rendu compte que j'étais débordée et je pouvais plus faire semblant. La nana qui pète le feu, qui est toujours au top, là, c'était juste plus possible, quoi. J'avais des dégoulinis de carottes, enfin, tu sais, toujours en jogging, coiffée n'importe comment, ma maison, un gros chantier, enfin, juste là, j'arrivais vraiment plus à faire semblant. J'ai dû me rendre à l'évidence, ah ouais, ma fille, t'es loin d'être parfaite. Du coup, autant arrêter d'essayer d'être parfaite parce que de toute façon, tu l'es pas. Et en plus, c'est tellement une pression énorme que j'étais pas en mesure de tenir, quoi. Et alors, comment est-ce que tu as fait justement pour vaincre ce perfectionnisme? Pendant un quart de siècle, j'avais une programmation
en mode quand on veut, on peut. Moi, j'étais élevée comme ça, warrior, guerrière, tout ce que tu veux, tu peux. Il faut juste travailler dur et tout. Sauf que je me suis épuisée avec cette stratégie-là. Donc là, après, j'ai découvert que je pouvais changer ma croyance du quand on veut, on peut, et que je pouvais le transformer par quand on veut, on s'entoure. Donc ça repose pas juste sur moi, ça repose sur un collectif en fait, et sur de qui je vais m'entourer, des gens qui ont obtenu dans leur vie des résultats que moi je veux atteindre. Bah, je vais me coller à eux, me frotter un peu à leur énergie pour voir en fait qu'est-ce que je peux récupérer. Et donc c'est comme ça que j'ai mis un premier pas dans le monde du coaching, de la thérapie, de tout ça là. Et je me suis dit, ok, en fait là j'ai besoin d'aide, je vais pas y arriver toute seule. Et ça a été très, 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 très compliqué parce qu'en vérité, quand j'ai fait ce pas-là, je pense que ça faisait déjà 5-6 ans que une ou deux fois tous les mois, je devais me dire ma fille, t'as besoin d'aide, quoi. Non, mais c'est bon, je vais y arriver. Allez, je vais faire un peu de sport, je vais appeler une copine. Et en fait, je dealais avec moi-même pour pas le faire, pour m'en sortir toute seule. Je pense qu'il y avait mon orgueil qui qui était en souffrance aussi. Et au final, quand j'ai commencé à pas bien dormir, à faire des cauchemars, à avoir des insomnies, enfin, ça a pris tellement de place dans ma vie que j'en étais arrivée à un point où je savais que c'était ma dernière solution. C'était OK, je vais demander de l'aide. Ça a été très bon pour moi. Ça a été difficile à faire, mais une fois que c'était fait, c'était délicieux, quoi. Enfin, maintenant, j'adore. Dès qu'il y a un truc qui va pas dans ma vie, je me dis ah, qui je vais aller voir, quel livre je vais lire. Enfin voilà, maintenant c'est devenu mon réflexe. Quand on veut, on s'entoure. Point. Et quel a été le premier conseil déclic que t'a donné ton coach sur le sujet? C'est vraiment mon tout premier coaching, c'est-à-dire que c'était juste 30 minutes d'appel découverte par téléphone. Et cette phrase-là, elle vient pas de moi, c'est vraiment la coach qui m'a dit « Mais vous n'avez pas besoin d'être parfaite !» Et moi, c'était une révélation dans ma vie. Je me suis dit « Ah ouais, mais c'est vrai, mais elle a raison en fait, j'ai le droit !» Et c'était une autorisation, une validation qui m'a fait un bien fou, qui devait d'abord venir de l'extérieur, et ensuite j'ai fait tout un travail pour que cette validation et cette autorisation existent à l'intérieur. Mais c'était la première fois que quelqu'un me formulait ça en fait à l'extérieur, quoi. Est-ce que tu peux me donner un petit peu ta définition de lâcher prise? Pour moi, le lâcher prise, c'est ce moment où tu avais du jus d'orange dans ton verre et tu sais que tu voudrais du champagne. Et du coup, ça veut dire qu'il va falloir enlever le jus d'orange parce qu'il n'y a pas de place en fait, il n'y a pas d'espace. Donc tu vas devoir vider ton verre pour enlever le jus d'orange pour y mettre du champagne. Et tu vas devoir accepter que pendant un petit temps, potentiellement, ton verre va être vide. Et en fait, c'est cette angoisse-là de manquer et d'expérimenter ce vide et cet espace qui est le lâcher-prise pour moi. Tu accompagnes des femmes sur ce sujet? Oui, en coaching perso, ouais. Quels sont les freins ou les peurs les plus courantes que tu observes chez ces personnes et qu'est-ce que tu leur conseilles? En général, il y a tout un travail de retrouver l'amour de soi parce qu'on a une estime personnelle au ras des pâquerettes. Quand on a voulu être tellement parfaite, nos attentes, elles sont tellement élevées qu'on se juge, on se condamne, on culpabilise et du coup, on se dit « Ouais, mais de toute façon, je suis trop pourrie, je suis trop nulle, la preuve que je suis pas à la hauteur. » En plus, les femmes ou les hommes qui sont perfectionnistes, ils ont le sens du détail. Donc, moindre truc va leur rappeler qu'ils sont pas au top. Et sauf qu'avant d'apprendre à s'aimer, il va falloir apprendre à se connaître. Je me rappelle d'une cliente qui avait quand même plus de 60 ans. Donc, quand on a passé 60 ans à montrer une image de nous qui n'est pas la nôtre, et que du coup, on ne sait même pas qui on est nous-mêmes, on ne va pas pouvoir apprendre à aimer cette personne si on ne sait même pas qui c'est. Il va falloir changer son regard avant d'être dans le jugement. Il va falloir être un observateur neutre, de dire « Ah tiens, moi je suis la nana qui est tout le temps en retard. Et j'ai beau faire des efforts, je suis tout le temps en retard. Ok, ben, je trouve que c'est moi. Ok. Ah, moi je suis le gars qui supporte pas quand j'entends quelqu'un qui fait des petits bruits de mâchoire à table. Ah d'accord, ben, il se trouve que je suis comme ça, quoi. » Avant d'être un juge, on va devenir un observateur neutre, de apprendre ok, qui je suis, et ensuite comment est-ce que je peux apprendre à aimer cette personne que je suis. Est-ce que il y a des choses de ma personnalité que je peux faire évoluer, ou alors je peux simplement les accepter et apprendre à aimer cette personne-là. Et c'est tout un travail du coup qu'on fait et qui est pas en un claquement de doigts forcément, parce que je change pas 60 années de programmation. C'est un programme qui est dans notre cerveau en fait, et donc il faut nettoyer l'ordinateur et il faut mettre un nouveau programme.
souvent quand on essaye aussi de sortir du perfectionnisme, ce qui est compliqué pour le coup, c'est de se détacher du regard des autres. Mmh. Et est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à faire aujourd'hui déjà? Franchement? J'ai l'impression que ma vie, c'est cet apprentissage-là. Mais c'est-à-dire tous les mois, je me trouve un nouveau challenge, un nouveau truc qui potentiellement me fait un peu peur, mais qui me semble quand même accessible. Et je joue au jeu de voyons voir qu'est-ce que ça me fait et est-ce que je suis sensible au regard de l'autre. Et j'ai pas fini et je pense que j'aurai jamais terminé et ça dépend des sujets. Et puis, je me rappelle très bien aller chercher mes enfants à l'école et en avoir une qui veut absolument pas rentrer dans la voiture et j'essaye toutes les méthodes de viens on va faire la course, ah mais y a le goûter dans la voiture, enfin tous les trucs un peu stratégie semi bienveillante, enfin voilà. Et à un moment donné je vois que en plus je suis dans une école, enfin mes enfants sont dans une école alternative où tout le monde est quand même à lire vachement de bouquins sur le développement de l'enfant et tout. Et à un moment donné, moi, j'ai plus de ressources et je me pose vraiment la question de est-ce que je vais faire face au regard des autres parents qui sont en train de se dire comment elle va gérer la situation. Et juste à un moment donné, j'ai dit c'est bon, j'en ai marre. On a atteint ma limite et j'ai pris ma fille les deux jambes sur l'épaule et elle a hurlé, elle s'est débattue comme tout et je l'ai mise dans la voiture de force. Et clairement, à ce moment-là, j'étais pas la meilleure version de la maman que j'ai envie d'être. Mais juste, bon, bah, en fait, tant pis, on va me juger, on va dire, oh là là, Cindy, elle est pas au point, et en plus, elle écrit des livres, et en plus, elle donne des conférences, mais tu te rends compte? Bah ouais, les gars, en fait, je fais de mon mieux, comme vous tous, quoi, tu vois? Et donc, je sais très bien que parfois, je J'aurais vais, aimé assister à cette scène, tu vois? Parce que tu es vachement déculpabilisante quand même, c'est top! je sais que voilà, des fois, je vais pas assurer, même si j'aurais tout fait pour. Et c'est la vie. Aujourd'hui, je me dis: «Ouais, beh, la perfection, c'est finalement, c'est se transformer aussi en machine». Oui. C'est oublier tout simplement qu'on est des humains. Oublier que parfois on peut péter un câble parce que, bah, nos enfants, ils nous écoutent pas et qu'à un moment donné, la psychologie positive a ses limites. Moi, j'en ai fini d'être dans l'éducation positive. Maintenant, je suis dans l'éducation créative. C'est-à-dire que je mets ma créativité au service de ma vie et en fonction des situations qui se présentent à moi, j'essaye de rebondir, tu vois? Mais parce que finalement, sous couvert d'éducation positive, on peut vachement se mettre la pression aussi à se dire: «Punaise, mais comment ça se fait? J'ai fait tous les séminaires de je sais pas qui, j'ai lu tous les bouquins de bidule et tout et je suis encore en galère». Oui, bon, au final, on est des êtres humains et on progresse. Et c'est ça, c'est pas viser la perfection, mais viser la progression. Parce que ça, c'est le message tout de suite. Enfin, j'ai reçu beaucoup d'emails dire oui, mais ça veut dire quoi? J'arrête d'être parfaite. Ça veut dire que je fais l'éloge de la médiocrité. Ça veut dire quoi? Que ma maison, elle va être tout le temps en bazar, que mes enfants, ils vont être sauvages, tu vois? Pas du tout ça. Non, en fait, au lieu de viser la perfection, je vais juste viser la progression. Donc, je suis pas du tout en train de faire le minimum. C'est juste que je choisis mes combats et dans quoi je vais mettre mon énergie. Et je suis consciente que, n'étant pas un robot, je ne peux pas être au top partout en même temps. C'est juste ça. Avant de vouloir transmettre mes idées, en fait, aux autres, j'essaye de montrer l'exemple sur le fait que je suis pas à la hauteur. Mais juste quand ça va pas, eh ben, moi, je le dis. Parce que je sais que je suis en train de faire du bien à quelqu'un qui ose pas dire que ça va pas. J'adore le mantra que tu utilises. Je vais le redonner, tu me dis s'il est toujours d'actualité, c'est: «Je m'en fous, je m'en tape». Rien qu'à dire, ça fait du bien. Ouais, j'ai envie de rester équilibrée. Je veux pas dire ah, le perfectionnisme c'est trop nul, bou bou bou, c'est pas bien et tout, parce que il y a plein de fois où ça sert vraiment nos intérêts et que le perfectionnisme c'est parfois ce qui t'aide à obtenir des résultats que personne d'autre n'obtient en vrai. Mais c'est juste que parfois ça te rend malade. À ce moment-là, il faut changer quelque chose. Mmh. Et donc c'est Donc tu parles de ce bon et de pe et en gros, tu parles de bon et de mauvais perfectionnisme Oui, là-dedans? et c'est cette Mmh. subtilité, c'est un curseur qui se situe pas au même endroit selon les gens. Faut identifier où est-ce qu'il est ce curseur. Un bon moyen pour identifier, c'est de faire la liste de tout ce qui nous fait peur, de dire oui, mais parce que là, je vais subir le regard des autres, je vais être jugée, ça va pas aller.
Je me rappelle d'une cliente qui me disait, mais moi, quand je pars de chez moi, ma maison, elle doit vraiment être mais clean, 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 pas une poussière, rien du tout, parce que je me dis que si je meurs pendant que j'étais pas chez moi, et du coup après il y a des gens qui vont rentrer, et ben, ce serait trop la honte, quoi. Je dis, mais tu serais morte. Ah ouais, non, mais ce serait quand même la honte. Tu vois. Et donc, on a tous nos petits trucs comme ça qui font que pour elle, il se trouve que ça l'a pesé parce que même pour aller faire une petite course, elle pouvait pas partir de chez elle tant que sa maison n'était pas top au carré, quoi. Et donc, il faut identifier, vraiment faire une liste, prendre un papier, un crayon et dire, OK, enfin, qu'est-ce qui me fait peur? De quoi j'ai peur qu'on me juge? Qu'est-ce que je me force à faire? Qu'est-ce qui me rend malade dans ma vie? Parce que je me dis, non, mais là, je dois être au top. Et donc, une fois que j'ai fait cette liste, je me dis, qu'est-ce qui me semble le plus accessible si je devais choisir juste une chose à l'intérieur de cette liste? Je me dis, OK, j'ai envie de progresser dans un domaine, ça serait quel point? Et ensuite, donc en fait, je zoome de plus en plus. Et quand je vais zoomer sur ce point-là, je vais me dire, OK, comment est-ce que je peux détailler ça en plein de petites étapes pour être gentille avec moi-même et y aller un pas à la fois, comme si on était dans un escalier de la réussite, et pas dans un ascenseur en mode bim, d'un coup, hop, 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 et là, je rejoue à la fille parfaite, en fait. Et si on n'y arrive pas, c'est pas qu'on n'est pas à la hauteur, encore une fois, c'est que l'étape, elle était trop grande et qu'on doit la diviser en petits pas supplémentaires. Et donc, c'est ça la reprogrammation. Finalement, ça va plus vite et c'est agréable de le faire en coaching ou en thérapie parce qu'on n'est pas seul et parce qu'au moins on est sûr de pas baisser les bras. Mais en vrai, on peut le faire tout seul parce que juste on va faire sa liste et que petit à petit on va se challenger et qu'on va progresser comme ça. C'est juste que moi j'ai remarqué que ce que je fais toute seule, je mets 10 ans à le faire, alors que quand j'ai quelqu'un qui m'accompagne, je le fais en 3 mois. Tu vois, c'est juste ça la différence. Mais sinon, voilà. Tu peux nous donner, j'aime bien cet exemple de la technique de l'escalier. Tu peux nous donner un exemple concret d'application? Ben, par exemple, quand j'ai commencé à travailler sur le regard de l'autre, pour ma part, je m'étais rendu compte que c'était pas possible pour moi d'aller au cinéma toute seule parce que je me disais: «Mais c'est forcément les gens, ils vont se dire: "Mais la pauvre fille, elle a pas d'amis, elle a pas de famille", tu vois?» Je pouvais pas imaginer qu'on peut avoir du plaisir à juste aller au cinéma seule, sans personne pour, te parler pendant le film, par exemple. Et du coup, je me suis dit: «OK, donc moi, j'ai peur que les gens se disent que je suis trop une pauvre fille seule au monde et que personne l'aime. Comment est-ce que je peux gérer ça avant d'aller au cinéma toute seule, qui sera, mon étape ultime? Qu'est-ce que je peux faire?» Tu vois? Et donc déjà, ce que je peux faire, c'est faire, un post sur les réseaux sociaux où, je dis aux gens qu'a priori, je passe la soirée seule et qu'en fait, je passe une bonne soirée, que je suis chez moi, genre, plateau télé en solo et puis voilà et en fait, je vais voir si ça like, je vais voir si ça commente. Après, peut-être que je peux aller dans une terrasse où je vais prendre un café et je vais être avec mon téléphone et je vais faire genre que je suis pressée et que je vais pas rester là longtemps. Et donc, j'y vais étape par étape. Et c'est juste ça. J'identifie un petit peu les petits pas qui sont OK pour moi. Et la vérité, c'est que maintenant, je m'inscris à des conférences ou enfin, je peux aller. Enfin, maintenant, j'ai tellement progressé dans ce domaine-là que partout où je vais, je sais que je vais finir par connecter avec une personne et que au final, je vais pas être seule parce que je vais rencontrer des gens et que je vais sortir de ma coquille et que je vais pas être seule au final parce que je vais pas rester dans mon monde et que maintenant si je vais au cinéma toute seule, soit je vais apprécier, soit je vais trouver le moyen de parler avec quelqu'un que je vais observer qu'il est aussi seul et puis voilà, tu vois, je suis plus dans ce scénario hollywoodien où je dis mais qu'est-ce que les autres vont penser de moi et après j'imagine ce qu'ils pensent et je tire un fil comme ça hyper dramatique alors que les gens ils ont peut-être autre chose à faire en fait. Qu'est-ce que ça t'a apporté, à toi justement de t'ouvrir à l'imperfection et qu'est-ce que ça a apporté à ton entourage? Je pense que j'ai arrêté de tyranniser tout le monde. Tu vois? Non, mais les couteaux, dans le lave-vaisselle, c'est pas la pointe, vers le bas, c'est la pointe vers le haut ou j'en sais rien. Enfin, on a tous un avis La sur ce conversation de la sujet-là. veille avec mon père.
on a tous un avis sur ce sujet. Non, mais quand on étend le linge, les chaussettes, il faut en profiter pour les mettre par paire sur le fil ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que tu perds ton temps et ton énergie sur des détails, mais c'est épuisant. Et donc, j'ai arrêté, en m'ouvrant à l'imperfection, j'ai arrêté de tyranniser mon entourage et moi-même. Donc, ça change tout. Et tu as gagné du temps? J'ai gagné du temps, je pense, parce que c'est comme ça que j'ai pu créer mes entreprises. Parce que quand j'ai lancé J'arrête d'être parfaite, j'avais quand même 2 bébés de 3 mois et 1 an et quelques à la maison. Enfin, je veux dire, c'était quand même fou. Et voilà, c'est-à-dire que en acceptant ce qui pour moi était de l'imparfait, je suis passée de ma version du parfait, qui est ma version, qui n'est pas la version de tout le monde, à ma version de l'imparfait, enfin, du parfait à l'imparfait. Et j'ai accepté que pendant un temps de ma vie précis, une saison particulière de là, je suis en train de créer une entreprise, et ben, je peux pas être sur tous les fronts. Donc, au lieu de prendre un bain tous les soirs, ils vont prendre un bain tous les 2 soirs. Enfin, tu vois, au niveau du linge, j'ai arrêté de plier et de repasser. J'ai juste mis dans les bons tiroirs. C'est-à-dire, ça c'est du Cindy, ça c'est du Untel, ça c'est du Untel, et c'est juste dans les bons tiroirs. Je sais pas si c'est à l'endroit ou à l'envers. Je ne sais pas. C'est pas repassé. C'est juste propre en fait, les gars. Ok, c'est propre. Donc et c'est comme ça que, enfin, on m'a souvent dit, mais c'est quoi ton secret, Cindy? T'es partout, t'écris des livres, tu fais des conférences, et nanana. Alors oui, mais pour faire ça, il faut récupérer son temps et son énergie d'ailleurs, quoi. Donc à un moment donné, j'ai été obligée d'accepter l'imparfait pour réussir ça. Et maintenant, c'est une nouvelle saison de ma vie où j'ai fini de semer pour mon entreprise. Et maintenant, je peux m'attarder un petit peu plus à justement refaire mon marché. Enfin, tu vois, je récupère. C'est juste des saisons. Le problème, c'est que quand on veut que ce soit parfait, on a l'impression qu'il faut tenir bon tout le temps. Faut jamais rien lâcher, rien lâcher, rien lâcher. En fait, tu peux lâcher et accepter que c'est juste l'automne dans ta vie. Et c'est OK, tu vois. Est-ce que tu arrives à te mettre, des espèces de pare-feu justement pour pas retomber dans tes anciens schémas? Ouais, il faut des antidotes à ces petits virus-là. Ouais. Virus de vieux schémas. Ouais, je propose des exercices de visualisation. Et puis après, j'ai des petits exos très concrets de qu'est-ce que tu fais dans le quotidien quand juste là, t'as envie de péter un câble. Tu vois. Parce qu'on arrive à notre limite Ouais. et comment on communique dessus. Et parce qu'il y a tout un. Enfin, il y a tout un travail aussi de communiquer et de verbaliser que là c'est pas ok pour moi, là je sens que je suis en train de monter en pression, parce que ok, j'accepte l'imparfait dans ma vie, mais jusqu'à une certaine limite. À un moment donné, je vais plus pouvoir accepter parce que ok, j'ai accepté que tu as du chocolat partout autour de la bouche, j'ai accepté que tu as renversé ton sac et qu'il y avait plein de feuilles et de terre dedans et que du coup le salon il est mort, quoi. Enfin, donc j'accepte parce que ok, l'imparfait, j'arrête d'être parfaite, nana. Sauf que je dois sentir que je suis quand même en train de monter en pression et que je vais arriver à ma limite où je ne vais plus rien accepter et où je vais avoir envie de taper tout le monde en fait. Donc il faut que je verbalise pour ne pas arriver à ce point-là et pour comprendre ma limite et la communiquer et la faire respecter malgré tout, quoi. Donc après, à nous de trouver des stratégies, d'identifier quand est-ce qu'on était au vert et qu'on est en train de passer à orange et qu'on va arriver au rouge et qu'on va se transformer, on va passer de maman câlin à maman dragon, quoi, tu vois, enfin. Et quand est-ce que tu le verbalises justement? Quand tu sens que tu passes, Moi, quand je sens que j'étais en vert et que je suis passée en orange, c'est déjà là, il faut que je le dise. Parce que ça dépend des gens, mais moi j'ai observé que mon curseur pour passer du vert au orange, il est large. Par contre, mon seuil pour passer du orange au rouge, ça peut vriller en un instant comme ça. Donc il faut que je communique avant. Et là tu communiques comment? J'utilise, en fait, avec mes enfants, je parle vraiment des couleurs, quoi. Mmh. Alors ça fait un peu bizarre, tu vois, mais je dis vraiment, «Attention, maman passe au là, orange!» j'étais vert à l'intérieur, mais je passe en orange.
Enfin, je sens que je vais passer en orange là. Enfin, donc je dis voilà, de quoi est-ce que j'aurais besoin? J'ai besoin de calme. Ok, j'aurais besoin que il y ait plus personne dans la pièce principale de vie. En fait, aller ailleurs dans la maison. La pièce principale de vie, là, on la quitte. Voilà, c'est-à-dire que de quoi est-ce que j'ai besoin, moi à l'intérieur, et du coup, ça va se concrétiser comment, par quelle action à l'extérieur, pour que je puisse rester dans le vert et que en même temps en respectant aussi les besoins de tout le monde, quoi. Et ils écoutent quand tu Mais leur pas toujours, pas toujours. Hein? Pas toujours, oui. Ils écoutent pas toujours, mais toujours, quand même bah un non. peu déjà, donc tu t'évites tu t'évites trop de rouge. Et est-ce qu'ils communiquent après aussi comme ça avec toi ou entre eux, entre frères et sœurs? Alors, je pense que ça dépend des sensibilités. Ma fille aînée est très sensible et vraiment douée, je trouve, pour parler de ses émotions. Et des fois, et donc on achète aussi des outils, des cartes qui parlent des émotions, des choses comme ça. Et des fois, je la retrouve dans sa chambre et je vois que elle a pris des photos de sa famille et puis elle les a posées. Alors, tel membre de la famille aujourd'hui, il est sur telle carte, telle émotion, lui est là, tu vois. Enfin. Donc moi, je donne les outils et après, je remarque qu'il y a certains enfants qui sont très ouverts à les utiliser et d'autres un peu moins. Et je force pas, quoi. Juste, je mets à disposition. Donc c'est assez intéressant. Les gens qui changent le monde, ce sont des gens qui ont tenté quelque chose et qui ont potentiellement pris le risque de se tromper au passage. Et donc, on s'en fout. On n'a pas besoin, en vrai, d'hommes et de femmes qui sont parfaits et parfaites. On a juste besoin de personnes qui vont oser tenter quelque chose et prendre le risque d'échouer au passage. Et c'est ça qui change la vie. Enfin, ça, c'est ma conviction, en tout cas. Et maintenant, venez, on en discute sur mon compte Instagram, lebontempo.podcast. Qu'avez-vous pensé de cet épisode? Qu'allez-vous commencer à mettre en place? Si vous avez aimé cet épisode, la meilleure façon de me soutenir est d'en parler autour de vous et de me mettre un commentaire suivi de 5 étoiles sur Apple Podcast.